Bonjour, on va parler aujourd'hui de l'examen neurologique ciblé dans les cas de troubles cognitifs. Ce que j'aimerais que vous reteniez après notre exposé d'aujourd'hui, et ce qu'on va faire dans l'exposé, l'objectif de l'exposé, c'est tout d'abord de reviser les parties importantes et pertinentes de l'examen physique neurologique dans les cas de troubles neurocognitifs majeurs suspectés. On va essayer de contraster les trouvailles cliniques et le diagnostic différentiel courant dans les troubles cognitifs. Puis, par la suite, on va démontrer les éléments clés de l'examen physique neurologique dans les cas de troubles cognitifs toujours. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait l'examen neurologique d'un patient chez qui on suspecte des troubles cognitifs, il faut avoir en tête le diagnostic différentiel des troubles cognitifs progressifs chez la personne âgée. Ce diagnostic différentiel-là est pas si large que ça. Évidemment, la maladie d'Alzheimer nous vient en tête. On verra ce qu'on peut retrouver à l'examen physique. Sinon, chez nos patients qui ont des troubles cognitifs, on peut suspecter une démence frontotemporale. Plusieurs syndromes parkinsoniens aussi peuvent donner et s'accompagner de troubles cognitifs. Les gens qui ont une atteinte vasculaire cérébrale aussi peuvent avoir des troubles cognitifs, donc on peut peut-être trouver des signes qui vont nous aider à différencier les choses. Certaines lésions focales peuvent donner des signes neurologiques discrets qu'on peut retrouver à l'examen physique. L'hydrocéphalie à pression normale, qui est un diagnostic à ne pas manquer parce que c'est une démence réversible, donne des signes assez caractéristiques aussi à l'examen physique. Et finalement, dans le diagnostic différentiel, on conserve les perturbations métaboliques qui peuvent amener des problèmes cognitifs. Si on revise ce diagnostic différentiel-là un par un et qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on pourrait retrouver à l'examen physique, on peut commencer par la maladie d'Alzheimer. Sachez que la maladie d'Alzheimer donne peu ou pas de signes à l'examen physique comme tel. En soi, ça peut être aidant parce que si notre patient, effectivement, ne présente pas de signes focaux à l'examen et que le tableau cognitif est compatible avec une maladie d'Alzheimer, ça peut nous amener vers ce diagnostic-là. Ce qu'on retrouve à la maladie d'Alzheimer, parfois, c'est le fameux Head Turning Sign. C'est le signe de la tête qui tourne. C'est le patient qui, lorsqu'on lui pose des questions directement à lui, va avoir tendance à regarder son aidant. Ce n'est pas un signe spécifique de la maladie d'Alzheimer. Dans les atteintes cognitives en général, c'est un signe qu'on peut retrouver. Un autre signe qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer, c'est ce qu'on appelle le Gegenhalten ou la paratonie. C'est un problème où le patient a de la misère à relâcher complètement son membre lorsqu'on teste le tonus. Je pourrais vous illustrer un peu tantôt qu'est-ce que ça donne. Dans le diagnostic différentiel, comme en deuxième place, on a la démence frontotemporale. La démence frontotemporale s'accompagne parfois de réflexes primitifs ou ce qu'on appelle aussi les signes de libération frontale. Ceux-ci sont le réflexe palmo-mentonnier, le réflexe de la moue, le réflexe de succion, le réflexe de préhension et le glabellaire. On les revisera un à un lors de l'examen physique illustré tantôt. Les syndromes parkinsoniens peuvent, dans certains cas, affecter la cognition. On parle ici de la paralysie supranucléaire progressive, de la démence à corps de Lewy et de la dégénérescence cortico-basale. La démence à corps de Lewy ressemble en soi à un mélange d'Alzheimer et de maladie de Parkinson. On peut donc retrouver chez nos patients de la rigidité, un problème aussi de roue dentée lorsqu'on vérifie le tonus et de la bradykinésie. La dégénérescence cortico-basale, quant à elle, s'accompagne de signes moteurs qui sont souvent unilatéraux. Ces signes moteurs-là peuvent être des signes pyramidaux, c'est-à-dire réflexes augmentés, spasticité. Ça peut être des signes de parkinsonisme, avec encore là de la rigidité et de la roue dentée, mais unilatérale. Et parfois des signes qu'on peut observer lorsqu'on questionne et qu'on examine le patient, des signes spontanés, qu'on appelle la dystonie. C'est des postures anormales de la main ou d'un membre. La paralysie supranucléaire progressive, quant à elle, s'accompagne d'un problème au niveau du mouvement des yeux. Donc, lorsqu'on vérifie les paires crâniennes et qu'on vérifie les mouvements oculaires, on peut observer une difficulté qu'aura le patient à suivre notre doigt, au départ en regardant vers le bas et par la suite vers le haut. C'est les mouvements verticaux qui sont atteints principalement. L'atteinte cognitive vasculaire et les lésions focales, comme les tumeurs, vont habituellement s'accompagner de signes
focaux à l'examen. Dépendant de la localisation des lésions vasculaires ou de la lésion focale, évidemment, ces signes-là peuvent être assez variés. On peut retenir, par exemple, une faiblesse hémicorporelle. On peut retenir une asymétrie des réflexes ostéotendineux, un déficit sensitif hémicorporel et, évidemment, quand on parle de maladie vasculaire cérébrale, l'auscultation des carotides et du cœur est un élément important de l'examen physique ciblé. L'hydrocéphalie à pression normale, quant à elle, est une triade de symptômes et de signes. Ça s'accompagne d'une atteinte cognitive d'allure dysexécutive, de troubles à la marche qu'on appelle apraxie à la marche et d'une incontinence urinaire. Au niveau de la marche, donc, on retrouve une ataxie qui va se manifester principalement par un élargissement du polygone de base. Il peut y avoir au départ une rotation des pieds vers l'extérieur, une diminution de la longueur des pas et de la hauteur des pas, ce qui fait que les pas sont traînants. Des difficultés lorsque le patient fait demi-tour, il va souvent décomposer le demi-tour. Les bras, généralement, balancent bien, contrairement à d'autres problèmes de démarche. Et finalement, le patient avec hydrocéphalie à pression normale a souvent des problèmes des réflexes posturaux qu'on peut évaluer par le pull test, le test de la poussée vers l'arrière. Finalement, les perturbations métaboliques peuvent aussi donner des troubles cognitifs. Quand on parle de perturbations métaboliques, on pense aux patients qui ont des encéphalopathies hépatiques, rénales. Dans ce cas-là, on peut retrouver, par exemple, un flapping tremor ou un astérixis, qui est assez facile à objectiver lorsque le patient tend les mains vers l'avant et fait l'épreuve du serment. C'est quand même un signe qu'on retrouve rarement et habituellement, les tableaux cliniques dans ce contexte-là sont assez facilement identifiables sans qu'on ait besoin de chercher l'astérixis. Sinon, on sait aussi que des déficits en B12 sévères, la neurosyphilis, peuvent donner des atteintes cognitives et s'accompagnent souvent aussi de polyneuropathie, d'où l'intérêt de vérifier à tout le moins la vibration au niveau des pieds et de vérifier le rhombaire, qui est un test, encore là, des sensibilités profondes. Donc, si on fait l'examen physique ciblé, étape par étape, le tout commence, pour ma part, lorsque je vais chercher le patient dans la salle d'attente. D'entrée de jeu, je peux déjà observer sa démarche. Par la suite, lors de l'entrevue, bien avant qu'on se rende à la table d'examen, on peut déjà commencer à observer le signe de la tête qui tourne. Aussi, par ricochet, on peut observer l'ensemble du comportement de notre patient dans le bureau. Les patients qui sont complètement indifférents à la conversation, alors qu'on parle d'eux, on peut se questionner sur leur autocritique. Le patient qui est trop volubile, qui est déplacé, peut nous allumer peut-être sur un syndrome frontal avec un patient qui manque d'inhibition. Un patient qui a un faciès figé en cours d'entrevue, ça va nous donner des indices aussi pour un syndrome parkinsonien. Le clignement des paupières est important. Un patient parkinsonien cligne moins des paupières. Un patient qui touche à tout sur notre bureau, ça peut être encore là un signe de libération frontale. Les patients frontaux ont tendance à avoir ce qu'on appelle un comportement d'utilisation, c'est-à-dire que tous les objets, ils vont y toucher, ils vont essayer de les utiliser. S'ils voient un crayon, ils vont essayer d'écrire avec. C'est un comportement qu'on retrouve chez les patients avec démence frontale. Par la suite, on amène notre patient à la table d'examen après l'entrevue complète et on y va généralement de haut en bas. On commence par les paires crâniennes. On peut encore une fois observer le faciès si on n'a pas eu la chance de le faire lors de l'entrevue. Et ce qui est important notamment aux paires crâniennes, les mouvements extra-oculaires, comme je l'ai mentionné, pour éliminer certains syndromes parkinsoniens, dont la paralysie supranucléaire progressive. Évidemment, une asymétrie faciale importante pourrait nous mettre sur la piste d'une lésion focale au niveau du cerveau. Toujours s'enquérir si le patient n'a pas une ancienne paralysie de Bell, qui est un phénomène pas si rare et qui peut laisser des séquelles à vie et de ne pas méprendre à ce moment-là pour une lésion focale, quelque chose qui est ancien chez le patient. On descend après les paires crâniennes, on va vérifier les membres. Une des bonnes épreuves pour une atteinte pyramidale, c'est l'épreuve du serment. Lorsque les gens ont une atteinte pyramidale aux membres supérieurs, l'épreuve du serment est rapidement positive. Je vous illustrerai tantôt les trouvailles qu'on peut y voir, mais c'est un test à ne pas manquer et
Ça nous évite de faire tous les segments musculaires. Si l'épreuve du serment est complètement normale, on peut quasiment exclure une atteinte pyramidale au membre supérieur. Pour les syndromes parkinsoniens, on vérifie le tonus. On pourrait y retrouver effectivement de la rigidité. On pourrait retrouver un peu de spasticité. Et tant qu'à manipuler le membre supérieur, bien, d'effectuer le réflexe primitif palmo-mentonnier, c'est le bon moment. On vérifie les mouvements fins alternés rapides. Ça fait partie des syndromes parkinsoniens d'avoir une bradykinésie, un ralentissement dans ces mouvements-là. On vérifie les réflexes aux membres supérieurs et on peut descendre assez rapidement, faire les réflexes rotuliens, achilléens aux membres inférieurs. Finalement, dans le contexte de nos maladies dégénératives, les patients peuvent avoir de l'apraxie ou des problèmes gnosiques et on pourra vérifier à ce moment-là quelques praxies et vérifier quelques gnosies assez facilement vérifiables aux mains, stéréognosie et graphisthésie. Aux membres inférieurs, il nous reste à faire la vibration pour les syndromes métaboliques, vitamine B12, syphilis, les réflexes cutanés plantaires pour un syndrome pyramidal et des signes de localisation pour une lésion occupant de l'espace ou des lésions vasculaires. Et par la suite, on peut faire lever notre patient pour faire une épreuve de la démarche. C'est un bon moment pour l'observer se lever si on ne l'a pas fait dans la salle d'attente. Les patients qui ont de la rétropulsion, on peut assez facilement voir un peu de difficulté à se lever d'un fauteuil, par exemple, si c'est un fauteuil bas. Lorsqu'on a évalué la démarche aussi, on va évaluer le pull test et aussi, on va faire coller les pieds à notre patient, fermer les yeux pour le rhombaire. Donc, c'est étape par étape un peu l'examen ciblé. Ce n'est pas un examen qui est long à faire quand on est habitué à le faire. Puis, on va pouvoir vous illustrer avec mon collègue, le Dr Claude Patry, de quoi il en retourne étape par étape avec un exemple vivant. Nous sommes maintenant rendus à la partie du vidéo qui va vous illustrer comment on fait un examen neurologique ciblé chez un patient chez qui on suspecte un trouble cognitif. Évidemment, c'est une mise en scène. J'ai mon collègue, le Dr Claude Patry, qui va jouer le rôle du patient et je serai là pour l'examiner pour vous. J'aime, comme je l'ai mentionné tantôt, toujours commencer mon examen physique lorsque je vais chercher le patient à la salle d'attente. Ça me permet notamment d'observer sa démarche et comment il se lève d'une chaise. Bien entendu, le patient qui ne répond pas à l'appel de son nom ou qui ne sait pas quoi faire à l'appel de son nom, c'est un indice intéressant pour juger de la gravité de ses troubles cognitifs. Mais concentrons-nous sur l'examen physique et allons chercher notre patient à la salle d'attente. Monsieur Patry, oui. C'est à votre tour. Bonjour. Bonjour. Première chose que j'ai observée, c'est d'abord comment il se lève d'une chaise. Les gens qui ont de la rétropulsion, qui pourraient avoir soit de l'hydrocéphalie ou un syndrome parkinsonien, peuvent avoir de la difficulté à se lever d'une chaise. Ils peuvent à ce moment-là retomber sur les fesses facilement. Il y aura au cours de l'examen d'autres épreuves qui vont nous permettre aussi de juger de cet élément-là, la rétropulsion. Par la suite, quand notre patient se dirige vers notre bureau, on peut observer sa démarche. Je vous le rappelle, dans la démarche, il y a plusieurs éléments importants. La posture, un patient qui est plié peut être un patient qui a du parkinsonisme. La longueur des pas, un patient habituellement doit, lorsqu'il marche, une personne normale, dépasser son pied précédent. Donc, faire un pas qui a au moins 12 pouces de long. Moins que ça, on s'entend que c'est un critère minimal, mais moins que ça, c'est probablement pas normal. La largeur des pas, c'est une autre chose qu'on observe. Un patient, habituellement, ou une personne normale, lorsqu'elle marche, va avoir les pieds à la largeur de ses épaules environ. Le critère minimal, ce serait 12 pouces. Un patient qui a les pieds écartés de plus de 12 pouces, c'est probablement un polygone de base élargi. Troisième élément, la hauteur des pas. Il y a des physiothérapeutes, il y a des techniques pour mesurer la hauteur des pas, comment le pied dégage le sol. Cependant, c'est très difficile pour nous en cabinet. Moi, j'ai comme approche que si j'entends les pas du patient, les souliers traînés sur le plancher, c'est un indice pour moi que les pieds ne dégagent pas assez le sol. Par exemple, pour la distance entre les pas, je vais vous montrer un exemple de ce qui serait à peu près normal et un exemple de ce qui est clairement pathologique. De façon normale, notre pied dépasse
le précédent. Et lorsque le patient a un avancement des pas, une longueur des pas anormale, son pied ne dépasse pas le précédent. Ça s'apparente à une démarche à petits pas. Par la suite, je vais vous montrer un autre exemple de polygone, cette fois-ci, qui serait normal ou pas. Le polygone, généralement chez les gens normaux, n'est pas plus large que les épaules, ou du moins pas écarté de plus de 12 pouces. Lorsqu'un patient marche donc de façon normale, il garde un polygone à peu près à la largeur des hanches ou des épaules et pas plus écarté de 12 pouces. De façon anormale, le patient au départ peut avoir les pieds un peu tournés vers l'extérieur, plus de 15 degrés, ou sinon, va clairement écarter les pieds de plus de 12 pouces en avançant. Troisième chose qu'on peut faire à notre patient, c'est le faire passer devant notre bureau et lui faire faire un demi-tour. Le demi-tour est important. Les patients qui ont de l'ataxie, qui ont des troubles comme l'hydrocéphalie à pression normale, les syndromes parkinsoniens vont souvent avoir ce qu'on appelle un demi-tour décomposé. On se rappelle que le demi-tour habituellement se fait sur un pivot ou seulement avec la nécessité de faire un pas. Par exemple, lorsqu'un patient normal veut faire demi-tour, il peut quasiment le faire sur un pied en pivot, ou sinon, les gens vont utiliser un pas pour repartir. Un patient qui a un demi-tour anormal va avoir tendance à faire plusieurs petits pas pour faire 180 degrés. Par exemple, comme l'exemple extrême qui suit. À ce moment-là, c'est considéré anormal. Donc, c'est la première étape de mon examen qui commence dès le moment où je vais chercher le patient dans la salle d'attente. Comme je l'ai mentionné, en cours d'entrevue, on peut observer des indices cliniques intéressants, le clignement des yeux, le faciès figé, le patient qui a le signe de la tête qui tourne, le signe de rotation de la tête, sont tous des indices intéressants. Sautons cette étape de l'entrevue où on peut observer des choses et allons à la table d'examen. Monsieur Patry, je vous invite à monter sur la table d'examen. Comme je le mentionnais tantôt, à l'examen physique, on essaie d'y aller de haut en bas. C'est une suite logique, ça nous permet d'accélérer les choses et de ne pas trop faire déplacer le patient. Donc, je commence toujours par les paires crâniennes. Et ce qui est important au niveau des paires crâniennes pour notre diagnostic différentiel de troubles cognitifs, c'est le mouvement des yeux pour la paralysie supranucléaire progressive, qui est un syndrome parkinsonien. Donc, M. Patry, je vous demanderai de regarder mon doigt et de le suivre avec les yeux. J'ai l'habitude de mettre mon pouce sur le menton pour éviter que le patient tourne la tête pour suivre mon doigt au lieu de bouger les yeux. Et on remarque l'amplitude et la poursuite. Une personne normale va être capable de suivre de façon très fluide et de mettre les yeux à gauche et à droite et en haut et en bas. Un patient avec atteinte parkinsonienne peut avoir de la difficulté au départ à abaisser les yeux et par la suite à lever les yeux en l'air. Ce sont des indices qu'on peut observer. Évidemment, un peu d'observation du visage. Je vous ai parlé d'atteinte cognitive vasculaire. Quelqu'un qui aurait fait un AVC pourrait avoir une asymétrie faciale. L'asymétrie faciale qui vient du cerveau, l'asymétrie faciale centrale, va toucher surtout la partie inférieure du visage. On pourrait voir que le pli nasogénien est effacé. C'est le pli qu'on a ici et qui définit la joue. On peut venir effacer. Faites attention, il y a des patients qui ont cette asymétrie-là depuis longtemps, suite, par exemple, à une paralysie de Bell. Ils vont souvent avoir, dans ce cas-là, une atteinte aussi au niveau de la paupière et il ne faudrait pas méprendre ça pour un signe d'atteinte centrale. On a fait nos paires crâniennes, du moins les parties importantes des paires crâniennes. On peut vérifier quelques réflexes cognitifs qui se trouvent au visage aussi. Par exemple, le réflexe de succion et le réflexe de la moue. Ce sont des réflexes, comme vous le savez, que les bébés ont, qu'on perd rapidement avec l'âge et qui peuvent réapparaître dans le cadre de maladies dégénératives. On pense qu'ils sont peut-être plus évidents chez les patients qui ont une atteinte comme une démence frontotemporale,
mais dans plusieurs maladies dégénératives relativement avancées, ils peuvent être là. Ce n'est pas tellement discriminant, mais c'est quand même un indice. Donc, réflexe de succion, on peut venir chatouiller le coin de la bouche. Ici, c'est normal, évidemment. Lorsque ce n'est pas normal, le patient va avoir tendance à pincer les lèvres comme pour venir sucer le doigt qui chatouille le coin de la bouche. Le réflexe de la moue, on peut placer notre doigt sur la lèvre supérieure. On demande au patient de se relâcher complètement et on donne une petite tape. Ici, c'est normal. Un patient qui aurait un réflexe de la moue aurait encore là un pincement des lèvres comme pour donner un bec, un peu comme ça. On descend aux membres supérieurs. Je vous l'ai mentionné, l'épreuve du serment est un très bon test de dépistage pour une atteinte motrice pyramidale. Alors, on peut demander au patient, vous allez étendre les bras en avant, vous allez lever les mains et écarter les doigts. Le fait de placer les mains ouvertes en flexion dorsale et les doigts écartés rajoute un peu de sensibilité. Fermez les yeux, ne bougez pas du tout. On pense que 10 secondes est le temps nécessaire qu'il faut attendre pour être certain que l'épreuve est positive ou négative. Dans ce cas-ci, évidemment, on ne retrouve aucun mouvement ni du bras ni de la main. Ce qu'on pourrait observer, merci M. Patry, ce qu'on pourrait observer au tout départ d'une petite atteinte pyramidale, c'est une main qui vient creuse. Par la suite, il pourrait y avoir même une chute du bras plus complète. On continue au membre supérieur, on évalue le tonus. M. Patry, je vous demande de vous relâcher complètement. Ne tenez pas ma main et laissez-vous faire complètement. Pour le tonus, on peut bouger le bras en flexion au coude et en même temps faire des mouvements de flexion-extension et de rotation du poignet. Et on vérifie pour toute augmentation de tonus ou de résistance, on vérifie pour toute résistance qu'on pourrait avoir. Il peut y avoir deux types de tonus anormal. On parle de spasticité, qui est un tonus qui est vélocité dépendant. Plus on veut aller vite, plus ça va retenir. Et de rigidité, avec roue dentée, qui est plus associé à ce moment-là à un syndrome parkinsonien, où on sent des contre-coups, comme une roue dentée, comme un engrenage qui ne roule pas bien au niveau du coude ou bien du poignet. Par la suite, toujours au membre supérieur, les mouvements fins, alternés et rapides. M. Patry, vous allez faire comme moi. Vous allez fermer et ouvrir les mains rapidement. Très bien. Je vous demande maintenant de faire une pince entre le pouce et l'index rapidement. Très bien. On va faire semblant de dévisser des ampoules avec chaque main. Allez-y rapidement. Très bien. Ce sont trois épreuves qui nous permettent de vérifier les mouvements fins, alternés et rapides. J'ai fait les deux mains en même temps. Il y a des patients pour qui ça les mélange. Et des fois même, on observe une certaine différence entre les deux mains. On ne sait pas trop laquelle est mauvaise. À ce moment-là, je vais le faire une seule main à la fois. Les droitiers risquent d'être un petit peu meilleurs, un peu plus vite et fluide de leur main droite, de leur main dominante, mais la différence ne devrait pas être énorme. Elle ne peut pas expliquer une grosse différence à la main gauche, par exemple, chez un patient droitier. Si la main gauche est vraiment plus lente, même si ce n'est pas la main dominante, c'est probablement pathologique. Par la suite, on prend nos outils. On va venir à vérifier les réflexes. Je ne veux pas oublier l'examen vasculaire de base parce qu'on a toujours à éliminer que notre patient pourrait avoir des problèmes vasculaires. C'est assez simple. Auscultation au niveau du cou pour les carotides. On vient à l'angle de la mâchoire et on écoute pour un souffle de chaque côté. Et par la suite, une auscultation cardiaque, encore une fois, à la recherche de souffle ou d'anomalies cardiaques qui pourraient nous mettre sur la piste d'un problème vasculaire et un problème vasculaire cérébral de surcroît. On peut passer au réflexe.
Deuxième outil qu'on a besoin, marteau réflexe. J'aime bien placer les mains un peu vers le bas, sur les cuisses du patient, en lui demandant de se relâcher complètement. J'ai un marteau qui est assez long. Quand on cogne, il peut faire mal un peu, fait que j'ai tendance à placer mon doigt. Prends le réflexe stylo-radial, bicipital et tricipital. Les techniques pour les réflexes sont multiples. Il y a plusieurs positions qu'on peut prendre. Moi, c'est une position que je trouve facile, c'est fluide. On tape stylo-radial, bicipital, tricipital. Certains préfèrent tenir le bras pendant pour le bicipital. Je trouve que c'est compliqué. Les patients ont de la misère à se relâcher. Ceci étant dit, on adopte la technique qui nous plaît, mais encore là, le but, c'est de retrouver une asymétrie, une hyperréflexie qui nous mettrait sur la piste d'une lésion focale, vasculaire ou autre. On est au réflexe, on a fait les bras, c'est le temps de descendre vers les jambes. Réflexe aux jambes. Achilléen. Et on a terminé pour les réflexes. On peut vérifier les sensibilités superficielles. Encore une fois, ce n'est pas un examen périphérique, c'est un examen où on cherche des lésions centrales qui accompagneraient notre trouble cognitif. Donc, on n'a pas besoin de vérifier chacun des doigts. Une épreuve sensitive diffuse aux extrémités est généralement suffisante. Alors, Monsieur Patry, vous allez fermer les yeux. Sentez bien que je vous touche. Oui. Sentez bien que je vous touche ici. Oui. Ça va. Vous pourrez prendre un cure-dent pour vérifier la sensibilité à la piqûre. Mais généralement, quand les gens ont une sensibilité superficielle, grossière comme ça, normale, sans plainte particulière ou asymétrie, pour moi, c'est suffisant. Troisième outil dont on a besoin, un diapason. Diapason de 128 Hz, celui qui est bon pour la vibration et non pas pour l'audition. Donc, M. Patry, je vérifie une deuxième sensibilité par acquis de conscience, la vibration. Je vais faire vibrer mon diapason. Je vais le mettre sur votre doigt. Quand vous ne le sentez plus vibrer, vous me le dites. Regardez, ce n'est pas électrique, c'est juste la vibration. Vous sentez? Oui. Très bien. Alors, que vous sentez bien? Oui. Quand ça arrête de vibrer, vous me le dites. Terminé. Terminé? OK. On estime, on compte dans notre tête les secondes. Probablement une douzaine de secondes, c'est la limite inférieure pour l'index, pour la dernière phalange de l'index. Et quand on le fera au gros orteil, on s'entend que 10 secondes est probablement la limite pour une personne âgée pour la sensibilité vibratoire au gros orteil. En bas de ça, c'est peut-être anormal. En haut de ça, c'est probablement normal. On va faire marcher notre patient, si on n'a pas eu la chance de le voir lorsqu'on est allé chercher à la salle d'attente. Et par la suite, on va faire les épreuves complémentaires qu'on n'a pas faites dans le corridor, c'est-à-dire le pull test, le rhombaire. L'épreuve du rhombaire. M. Patry, collez vos pieds. Vous fermez les yeux. Je suis tout près de vous. Conservez votre équilibre. On attend au moins 5 secondes. Très bien, merci. Maintenant, le pull test. Placez vos pieds pour être à l'aise, M. Patry. Je vous bouscule à droite, à gauche, en avant ou en arrière, sans vous avertir. Vous gardez votre équilibre. Et maintenant, si le patient avait une réaction anormale, et on le retient. Donc, je me réexplique. Ça nous prend 3 systèmes pour se tenir debout. Vision, proprioception et cervelet. Lorsqu'on fait fermer les yeux, on enlève complètement la vision. On fait coller les pieds. On diminue de beaucoup la proprioception. Il reste le cervelet. Si la proprioception est malade, il reste juste le cervelet ou presque. Le patient va osciller et même tomber parfois. Vous pouvez rouvrir les yeux. Pour terminer la recherche des signes focaux, évidemment, je vous ai dit, on fait les cutanées plantaires. Alors, je place mon patient comme ça sur la table d'examen, tout simplement. Et je l'avertis, ça va chatouiller un peu. Souvent, je vais juste passer ma main pour enlever un peu de sensibilité. Et on gratte sous le pied, sous l'arche du pied. Alors, il faut vraiment venir gratter ici, faire une curve
une courbe à la fin vers le gros orteil. Et on observe la réaction des orteils. Vous le savez, réaction normale, les orteils ont tendance à plier. Réaction anormale, le gros orteil et parfois tous les orteils relèvent en l'air. Il y a certains patients qui vont avoir une réaction qui est plutôt neutre. Ici, une légère flexion, mais peu de réaction, ce qui est normal aussi. Certains patients, c'est comme ça. Le cutané plantaire, donc, se décrit comme étant normal, c'est-à-dire flexion, anormal, extension, ou plutôt indifférent quand vraiment il n'y a aucune réaction. Ici, j'aurais qualifié le cutané plantaire de normal. Notre patient est déchaussé. On vérifie la vibration aux orteils. Encore une fois, M. Patry, j'ai un diapason, ça vibre. Ce n'est pas électrique, c'est juste de la vibration. Je vais le mettre sur votre orteil, vous allez le sentir vibrer. Quand vous ne le sentez plus du tout vibrer, vous me le dites. Je plie l'orteil pour repérer la phalange et je place le diapason sur l'orteil. Terminé. Terminé? Plus que 10 secondes, c'est normal. Dans certains contextes, on peut procéder à des épreuves d'examen physique complémentaires. Je vous ai parlé du syndrome cortico-basal, qui est un syndrome parkinsonien asymétrique. Ça touche particulièrement les lobes pariétaux. Au niveau des lobes pariétaux, il peut y avoir des fonctions importantes qui peuvent être testées, les praxies et les gnosies. Au niveau des praxies, c'est la capacité qu'a quelqu'un à effectuer des gestes ou mimer des gestes usuels. Certains patients développent une incapacité à faire cela. Donc, on va demander à notre patient de faire certains gestes usuels pour voir s'il est capable de les faire et de les mimer. Monsieur Patry, je vous demanderai avec votre main droite de faire semblant de vous brosser les dents. Très bien. Donc, bonne réponse ici. Ce qu'on peut voir parfois, c'est le patient qui ne sait pas comment placer sa main pour faire semblant de tenir une brosse à dents. Ça peut être le patient qui utilise sa main au lieu de la brosse à dents, donc il va mimer une brosse à dents. Puis le patient qui ne sait carrément pas quoi faire. Une apraxie peut être juste d'un côté et pas de l'autre. Même si le patient est droitier, il peut avoir une apraxie à droite, puis être capable de faire semblant de se brosser les dents à gauche. Les autres gestes qu'on peut faire mimer, habituellement, par exemple, faites semblant de vous peigner les cheveux avec un peigne. Faites le salut militaire. Faites semblant de scier une planche. Faites semblant de clouer un clou. Tous des bonnes réponses. Ce qu'on pourrait s'attendre à voir, c'est le patient qui scie la planche avec sa main au lieu de tenir une scie, tape le clou comme ça, ne sait pas comment faire le salut militaire, ne sait pas comment placer sa main. Des choses qu'on peut observer. Une autre épreuve qu'on peut faire, c'est pour vérifier les gnosies. Il y a deux agnosies qu'on peut valider chez le patient et chez qui c'est assez facile. Il y a la graphesthésie et la stéréognosie. On va commencer par la graphesthésie. Je prends mon marteau réflexe. Je demande à M. Patry de tendre la main et de la tenir ouverte. M. Patry, je vais dessiner dans votre main des chiffres. Vous allez me dire quel est le chiffre que j'ai tracé. Fermez les yeux et on... Alors, c'était quel chiffre? 4. Parfait. Donc, on a validé que le patient comprend bien. 3. 6. Très bien. Une agraphesthésie, pardon, peut être autant à droite qu'à gauche. Ça peut être isolé d'un côté ou de l'autre. Donc, idéalement, on le fait de chaque côté. La stéréognosie, on prend des petits objets. Le plus facile, c'est de prendre des pièces de monnaie. Plusieurs pièces de monnaie. Alors, j'ai un 25 sous et un 2 $. On ne le dit pas au patient. Monsieur Patry, je vais mettre un objet dans votre main. Vous allez le palper et vous allez me dire c'est quoi. Fermez les yeux. On s'assure de placer l'objet entre le pouce et l'index pour que le patient puisse le manipuler. Un 2 $. Un 2 $? Parfait. Vous l'essayerez personnellement. Habituellement, on est capable de reconnaître toutes les pièces de monnaie assez facilement en les palpant. Bien sûr, parfois, le 5 sous et le 25 sous se ressemblent, le dollar et le 2 $, mais quand même, quand on y porte attention, on est capable. Quand les gens font plusieurs erreurs avec plusieurs pièces de monnaie à plusieurs reprises, c'est fort probablement pathologique.
Dernière chose qu'on peut faire, c'est faire les praxies réflexives, c'est-à-dire qu'on demande aux patients de nous imiter au lieu d'imiter un geste usuel. Les praxies réflexives, en fait, c'est la capacité qu'a le patient de nous imiter comme s'il se voyait dans un miroir. Alors, M. Patry, vous allez faire exactement comme moi. Très bien. Les patients peuvent avoir de la misère à nous imiter, notamment dans les gestes qui sont un peu confondants. Par exemple, lorsqu'on place une main comme ça et une main comme ça, ils peuvent ne pas savoir laquelle mettre à l'envers. Quand on fait le X, comme on avait placé une main comme ça, ils peuvent être mêlés, vous venir le faire comme ça. Le cercle est assez facile, c'est quand vient le temps d'entrelacer les deux cercles que c'est plus difficile. Et cette posture-là, souvent, les gens vont la faire non pas en miroir, mais avec le mauvais bras par rapport à l'effet miroir. Ceci complète essentiellement l'examen ciblé chez nos patients avec troubles cognitifs. J'espère que ça vous sera utile. J'espère que vous pourrez l'adapter dans votre routine de visite avec vos patients âgés. Merci. Merci, Dr. Patry. Merci.